Choix 98.1 Radio X. Radio X Files avec Christian Page et Marceau. Radio X. Bon vendredi, bienvenue sur les ondes de Choix 98.1 Radio X. Bon vendredi 27 mai. Une journée pluvieuse, une journée un temps de grenouille comme ma mère aime dire, mais je dirais que c'est une soirée où on met une lumière tamisée dehors, pas dehors, en dedans, oui. On reste à l'intérieur, on s'emmitouffe dans une doudou et on se fait peur un peu avec les histoires de Christian Page. Je vous présente l'animateur de Radio X-Files. Monsieur Page, comment allez-vous ce soir? Bonsoir Camille. Ben écoute, ça va très bien et tu fais bien de mentionner, on se met une doudou puis on se fait des peurs parce que faut quand même le mentionner, l'histoire de ce soir, elle est particulièrement horrifiante. Oui, et j'ai regardé le nom du sujet, en fait. Oui. Et j'ai tapé ça dans Google. Je me suis dit, qu'est-ce que le Roma Santa? Et je me suis rendu compte qu'on était peut-être dans les tueurs en série ce soir. Oui, et puis là, c'est dans mes palettes, tu le sais, là, tu me fais plaisir. Écoute, je te fais plaisir, mais je me fais plaisir aussi. Cet après-midi, en début d'après-midi, j'ai parlé avec Marceau sur à X-Files ou à Radio X là, pour parler justement des Radio X-Files. Et je mentionnais à Marceau, j'ai dit ce soir, je déroge un peu parce que c'est vrai que quand on fait des émissions de télé ou on anime des émissions de télé, on essaie toujours de les faire pour le public. Hein? On doit pas tenir compte de nos envies à nous. Ça doit passer au second plan. Oui. Mais c'est vrai qu'à force de parler des fantômes, des extraterrestres, tout ça, j'aime bien revenir à mes sujets d'intérêt. Donc ce soir, je savais que je te faisais plaisir, mais ce soir, je me fais aussi un gros plaisir. Parce que, oui, ce soir, on ne parle pas de fantômes, on ne parle pas d'extraterrestres, on reste quand même dans l'univers du paranormal. Nous allons parler notamment de lycanthropie et de loup-garou, mais on fait également dans le domaine du tueur en série. Et pourquoi c'est un sujet qui me passionne? Parce que quand les gens parlent de Christian Page, la première chose qui vient en tête, c'est de dire « Ah oui, Christian Page, c'est un type qui est fasciné par les histoires de fantômes, le paranormal en général », ce qui est tout à fait vrai. J'ai fait ma carrière, j'ai bâti ma carrière un peu là-dessus. Mais si on me rencontre de manière privée, ce ne sont pas mes sujets d'intérêt premiers. Avec le temps, c'est sûr, quand j'ai commencé dans cet univers-là, en 1976, tu n'étais pas au monde, Camille, en 1976. Non. Quand j'ai commencé dans cet univers-là, en 1976, j'étais adolescent. Et évidemment, mes questionnements étaient très de base. Hein? Est-ce qu'on est visité par des extraterrestres? Est-ce que les fantômes existent? Est-ce qu'il faut croire en la réincarnation? Mais peu à peu, avec les années, mon intérêt pour le paranormal s'est transformé. Et ce qui m'intéresse, je te dirais maintenant depuis au moins une bonne vingtaine d'années, ma grande passion du paranormal n'est pas de savoir si les extraterrestres nous visitent ou si les fantômes existent. C'est le paranormal social. Et je m'explique. Avec le temps, ces grandes questions-là, en ce qui me concerne, est-ce que les fantômes existent? Est-ce qu'on est visité par des extraterrestres? Pour moi, dans mon fort intérieur, j'ai répondu à ces questions-là. Okay. Même si pour les gens à l'extérieur, les réponses sont pas nécessairement, leurs réponses ne sont pas nécessairement les miennes. Pour moi, je vis confortablement avec mes réponses, même si j'admets qu'il y a certaines histoires qui restent très intrigantes, mais de façon générale, j'ai mes réponses, puis je vis bien avec. Ce qui m'intéresse dans le paranormal, et comme je l'ai mentionné depuis au moins une bonne vingtaine d'années, c'est de quelle façon le paranormal est véhiculé dans la culture populaire. Donc, c'est pas tout de savoir pourquoi est-ce que nous sommes ou non visités par des extraterrestres. Pour moi, la question est pourquoi est-ce que l'on croit que l'on est visité par les extraterrestres? Et pourquoi, parfois, devant des évidences contraires à nos croyances, pourquoi on continue d'y croire? Et là, je parle essentiellement sur une base d'individus, mais on pourrait regarder également sur le plan d'une collectivité.
Pourquoi dans nos sociétés, dans la culture occidentale, pourquoi on aime croire aux fantômes? Pourquoi on aime croire à la réincarnation, aux revenants, aux extraterrestres? Et pourquoi il y a cette espèce, avec les années, on dit souvent, on a une mémoire sélective, mais je te dirais qu'on a également un oubli sélectif. Et je peux t'affirmer qu'aujourd'hui, si j'ai une réponse à une histoire de fantôme, si on laisse passer un peu le temps, dans 10 ans, elle va revenir. On va avoir oublié l'explication. Tu comprends? C'est un oubli sélectif. On a trouvé une explication au monstre. Il y a des mystères qui n'existent pas. Hein? Le triangle des Bermudes, le monstre du Loch Ness. Il y a longtemps qu'on a trouvé des explications à ça. Mais pourquoi est-ce que ça demeure sur le devant de la scène? Parce qu'on aime croire à ces mystères-là. On dit, on veut des réponses. C'est pas vrai. On veut pas de réponses. On veut croire, on aime un peu enchanter. Et c'est pourquoi, avec le temps, les explications sont relayées au deuxième plan et le mystère revient de lui-même. Chasser le naturel, il revient au galop. Et dans le cas du paranormal, Christian, c'est aussi la croyance qu'il n'y aura jamais de fin à une vie, également, bien sûr, en quelque sorte. Bien sûr. De se vouloir immortel, c'est important pour l'humain. Et tu as raison, tu vois, là, on est exactement dans le paranormal social, ce qui me fascine. Pourquoi est-ce qu'on croit aux fantômes? Pourquoi est-ce qu'on croit à la réincarnation, tout ça? Parce que quelque part, derrière le phénomène lui-même, bien sûr, on peut s'interroger. C'est un peu comme des espèces de poupées, tu sais, les fameuses poupées russes. Tu en ouvres une, puis en une autre à l'intérieur. Donc, la première poupée, c'est est-ce que les fantômes existent ou non? Mais un coup que tu as ouvert cette poupée-là, il y a une autre question en dessous. C'est pourquoi on y croit? Et pourquoi on y croit? Parce que quelque part, que l'on croit aux fantômes ou qu'on croit à l'après-vie, quelque part, là où ça nous touche, c'est que, comme individus, nous sommes mortels et ces croyances entretiennent cette idée d'une survie. Si les fantômes existent, même si c'est inquiétant de croire qu'il peut y avoir des maisons hantées, que des revenants puissent se manifester dans notre monde matériel, mais autant cela est inquiétant qu'en même temps c'est rassurant parce que ça nous dit, si les fantômes existent, c'est qu'il y a donc un autre plan, un autre niveau qui dépasse l'existence, qui dépasse la vie. Et est-ce que c'est en quelque sorte la réponse à l'immortalité? Et c'est la même chose avec des mécanismes comme la réincarnation, les mécanismes de l'après-vie. On aime croire à ça parce que ça nous rassure quelque part. Donc, au-delà du phénomène lui-même, on va chercher là-dedans des réponses qui vont nous rassurer en tant qu'individus, en tant que société, en tant que communauté. Et en même temps, je comprends que c'est très élitiste de parler comme ça, parce que moi, quand je parle, je m'intéresse aux ovnis, de toi à moi, je crois pas qu'on est visité par des extraterrestres. Mais ça me concerne que moi. Là. Moi, Christian Page, je crois pas qu'on est visité par des extraterrestres. Mais le phénomène, il est là. Je crois qu'il y a un phénomène ovni. Hein? On fait bien la distinction ici, puis on en a parlé encore la semaine dernière. Oui. Des objets volants non identifiés, c'est une chose. Des visites extraterrestres, c'est autre chose. Les petits bonhommes verts. Voilà. Donc, que les gens observent dans le ciel des phénomènes qu'ils n'arrivent pas à identifier ou des phénomènes qui vont demeurer non identifiés même après une investigation. Pour plusieurs raisons, parce qu'on manque d'informations, parce que les témoignages sont trop fragiles, parce qu'on n'a pas de données suffisamment assez convaincantes pour tirer une conclusion. Il peut y avoir 1000 raisons pourquoi un phénomène aérien va demeurer non identifié. Il est possible aussi que ce soit des phénomènes atmosphériques qui soient tellement rares qu'au moment où ils se produisent, bien évidemment, on n'a pas d'explication. Hein? Quand on pense, il y a à peine 2 siècles, hein, des gens disaient « j'ai vu tomber une roche du ciel », puis les scientifiques disaient « c'est pas possible, il n'y a pas de roche dans le ciel ». Tu vois, donc, est-ce que... Et pourtant, aujourd'hui, on le sait bien que les météorites peuvent tomber. Ben oui. Mais à une époque, en fonction de la science de cette époque-là, c'était quelque chose qui était tout à fait improbable, voire impossible. Alors aujourd'hui, quand des gens voient des phénomènes dans le ciel, bien sûr... Ils sont libres de croire qu'il peut s'agir d'engins extraterrestres, mais si le phénomène reste non identifié, même après une bonne vérification, une bonne étude, on ne peut pas éclipser la possibilité qu'il puisse s'agir de phénomènes naturels rarissimes, une espèce de forme de foudre en boule, un mécanisme de plasma qui se produit dans l'atmosphère. Tu sais, il peut y avoir 1000 raisons. Cela étant dit, oui, au phénomène des ovnis, des objets volants non identifiés, ou même plus largement, comme la nouvelle expression le veut, des phénomènes aériens non identifiés. Mais si tu me demandes directement, est-ce que je crois que nous sommes visités par des extraterrestres, la réponse de Christian Page, sur une base très personnelle, est non.
Est-ce que ça fait pour moi de ne pas m'intéresser au phénomène? Pas du tout. Au contraire, le phénomène me fascine. Il me fascine parce que, bon, il y a ces fameux ovnis qu'on n'arrive pas toujours à expliquer, mais il y a aussi toute une aspect sociologique autour du phénomène ovni. Comment la science-fiction réussit à se transférer dans la culture populaire. Hein? Si tu regardes, par exemple, les histoires d'ovnis dans les années 50 ou 60, elles ne ressemblent pas aux histoires d'ovnis d'aujourd'hui. Tu comprends? À l'époque, dans les années 50, les gens disaient... Puis là, évidemment, tu regardes dans la littérature, moi-même, dans mon livre, OVNI au Québec, j'ai mis une espèce de catalogue au début du livre qui trace les histoires d'observation d'OVNI au Québec entre, je dirais, le milieu du 20e siècle et aujourd'hui. Donc, sur à peu près une période de 60-70 ans. Et quand on regarde ça, on est frappé de voir à quel point les observations dans les années 40 ou 50 étaient des soucoupes volantes, tôles et boulons. Il y avait toujours c'était toujours des modèles différents. Hein. Faut croire que les concessionnaires de soucoupes volantes avaient beaucoup de modèles en stock parce que les gens décrivent jamais la même chose. Et on devait être visité par au moins 200 civilisations extraterrestres parce que on regarde des témoignages, des gens disent, bah, j'ai vu un bonhomme, il était petit, il avait de l'air de ça, un autre grand avec des cheveux roux, un autre avec des gros yeux, des petits yeux, des grandes oreilles. Écoute, il y a pratiquement autant de descriptions de bonhommes que de témoignages. Donc, on voit bien que c'est insensé de croire qu'il puisse exister autant de machines volantes différentes et autant de bonhommes qui nous visitent. T'sais. Donc, tu dis, il y a quelque chose qui va pas. Et pourtant, quand tu regardes l'évolution de ces récits-là, tu constates assez rapidement qu'ils sont un clin d'œil à notre propre science-fiction. On regarde ce que les auteurs à la fois de romans d'anticipation et de science-fiction et ensuite le cinéma et la télévision qui ont été des courroies extraordinaires, comment ces phénomènes-là se sont retrouvés dans la culture populaire. Et là, on a vu le phénomène des ovnis s'enrichir de toutes sortes de thématiques, mais des thématiques qu'il est allé directement puiser dans la science-fiction et qu'aujourd'hui, on considère comme étant vrais. Par exemple, les phénomènes des enlèvements extraterrestres, qui étaient très populaires, qui a débuté, là. Il y a eu quelques récits dans les années 50 ou 60, mais de façon majeure, les récits d'enlèvement par des extraterrestres vont apparaître dans les années 80 et on regarde à travers ça dans les années 60, 70, on avait déjà toute une espèce de littérature et de culture de la science-fiction où des gens étaient amenés d'abord de vaisseaux spatials par des extraterrestres et autres. Et on va voir peu à peu, avec les années, les décennies, ces phénomènes-là qui étaient essentiellement considérés comme de la science-fiction ou de l'anticipation, va passer dans la culture populaire. Et aujourd'hui, dans le milieu des ovnis, on accepte, on croit en l'existence de la réalité de ces enlèvements extraterrestres. Et ça me fascine toujours beaucoup. Ça me fascine aussi de voir les communautés. Tu sais, une communauté que je déteste, faut bien le dire. J'y étais pendant une vingtaine d'années, cette communauté d'amateurs d'ovnis. J'étais là jusqu'au milieu des années 90 avant de cesser toute relation avec le milieu associatif. Okay. Ce milieu-là, il existe encore aujourd'hui, là, les groupes d'amateurs, de chasseurs de fantômes, de chasseurs d'ovnis, tout ça. Mais c'est avec, et on en a parlé il y a 2 semaines, je crois, c'est un milieu où j'ai vu, d'un côté comme de l'autre, j'ai vu les positions se radicaliser. Je me sentais pas bien là-dedans. Okay. Donc, je me suis retiré. Mais quand je vois ce milieu-là, comment ces gens-là se livrent des guerres intestines, comment la méchanceté d'un groupe envers l'autre se base sur tel ou tel élément, comment ces gens-là essaient de tirer leur épingle du jeu, et en même temps, ce que ça représente, comme dans les communautés, je ne citerai pas de nom, je ne citerai pas d'individus ou de groupes en particulier, mais si tu prends par exemple dans la communauté des ovnis ou des chasseurs de fantômes, très souvent, les gens diront peut-être que je fais un espèce de stéréotype, mais crois-moi, il est tout à fait fondé. Dans le milieu, si tu te retrouves, par exemple, sur un terrain de golf, puis tu vois les joueurs de golf, et tu t'adresses à un joueur de golf, tu dis « Bonjour, monsieur, vous faites quoi dans la vie? » Il ne te dira pas qu'il est un joueur de golf. À moins de s'appeler Tiger Woods, là, il ne te dira pas qu'il est un joueur de golf. Il va dire « Moi, je suis avocat, notaire, parce que bon, c'est souvent on a un stéréotype que c'est souvent des professions libérales qui vont se livrer, des hommes d'affaires qui vont se livrer au golf, mais bon, on prend l'exemple pour se faire un clin d'œil. On pose la question, monsieur, vous jouez au golf, vous faites quoi dans la vie? Et là, le type nous répond, moi, je suis avocat, moi, je suis un homme d'affaires, moi, je suis médecin. Donc, il se définit pas par son hobby. Hein? Son hobby, c'est le golf. Son véritable métier, c'est je suis médecin, je suis avocat, dentiste et autres. Dans l'univers du paranormal, ça marche pas comme ça. Dans l'univers du paranormal, on a à peu près
moins de 1% de gens qui ont des formations académiques. Donc, ces gens-là vivent dans une espèce de vase clos. Ils vivent tous, qu'on soit chasseurs de fantômes, chasseurs d'ovnis, peu importe. Ces gens-là vivent tous à peu près dans un vase clos. Et on est juste à la limite, je te dirais qu'on est dans l'antichambre des mécanismes, les mécanismes sectaires. Les gens dans les sectes, c'est pourquoi tu es dans cette secte-là, parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont une information privilégiée, qu'ils font partie d'une élite et ils ont accès à une information que les autres n'ont pas. Et quand tu fréquentes le milieu du paranormal, tu retrouves exactement le même mécanisme. Les chasseurs de fantômes, qui pour la plupart ont souvent même pas un diplôme de secondaire 5, eux savent des choses que les physiciens qui travaillent au grand collisionneur d'Hadron ne connaissent pas. Tu comprends? Moi, je le sais. Puis là, ils te réinventent la physique quantique. Quand je dis souvent, les amateurs d'ovnis ou de fantômes sont prêts à te réinventer l'univers à coup de physique quantique, mais ils sont généralement incapables d'épeler le mot galaxie sans faire une faute d'orthographe. Ouais. Donc, tu comprends, ça définit bien les gens. Donc là, les gens disent, oui, c'est de l'énergie psychique. L'énergie psychique, on l'a jamais vu dans le grand collisionneur d'Hadron. Ça n'existe pas, ça, l'énergie psychique. On n'a jamais vu ça. C'est un mot qu'on utilise dans le milieu parce que ça fait scientifique. Tu sais, je veux être scientifique, donc on me sort un beau mot, l'énergie psychique. Ben, tu pourrais me dire c'est des pets de licorne, puis c'est pareil, là, ça n'existe pas, ça. Là. Oui. Mais bon, ces gens-là, c'est de l'énergie psychique, puis là, c'est la physique quantique, les univers parallèles, puis toutes sortes de théories. Je vois l'OVNI à gauche, mais le témoin à droite le voit pas. Pourquoi? Parce que l'OVNI à gauche est dans une espèce de corridor spatio-temporel. Hein? Un corridor spatio-temporel. On m'a entendu parler de ça. Ça veut dire, on vit ça dans la science-fiction, mais Star Trek, mais la NASA veut dire, on a perdu notre sonde sur Mars. Oh, inquiète-toi pas de t'être tombé dans un corridor spatio-temporel. Mais que c'est ridicule. Et là, quand tu vois ces gens-là, ils vivent dans leur bulle. Ils sont meilleurs que tous les scientifiques, ne font jamais appel à des gens de l'extérieur. Et j'ai souvent entendu Christian Marceau dire, à force d'avoir un mensonge répété, ça devient une vérité. Vérité, c'est un peu la même chose. Il y a des leaders qui les répètent ces phrases-là pour que tu as tout à fait raison. Et là, ces gens-là ont une photo, mais on a fait analyser la photo, elle est authentique. OK, qui a analysé la photo? Est-ce que c'est un expert de Kodak? Non. C'est notre ami Bob ici. Bob, qui est notre expert du groupe, dans notre gang, c'est notre expert en photo. Mais dans le fond, Bob, il pose la salade chez Métro. Là. Tu comprends? Je veux dire, ça s'arrête là. Donc, ils font appel à 9 fois sur 10. Là, regarde ça. Quand tu vas entendre des gens du milieu du paranormal te citer des gens, oui, nous avons une super étude ici par le docteur William Turnbull. C'est qui, ce William Turnbull? C'est un ufologue qui a écrit des livres, ces ovnis, qui est un bonhomme tout à fait marginal, en dehors de sa communauté. Même bien souvent, il a perdu son droit d'exercice, mais c'est pas grave. Tu sais, il y a un titre, fait qu'on va le citer, là, bon, mais c'est pathétique. Et quand tu rencontres ces gens-là, tu leur demandes, puis là, je ne veux pas faire le procès, mais c'est ce qui me fascine. J'avoue, ça me fascine. Et là, tu rencontres ces gens-là, tu dis, oui, et toi, tu fais quoi dans la vie? Alors que le dentiste, lui, qui joue au golf, il ne dira pas qu'il est un joueur de golf. Il va dire, moi, je suis dentiste. Pas dans ce milieu-là. Dans ce milieu-là, tu t'adresses à quelqu'un, tu dis, et toi, tu fais quoi dans la vie? Moi, je suis le directeur des enquêtes de l'Association québécoise de recherche sur les fantômes internationales. Il y a une fierté à le dire. Voilà. Il se définit, lui, par son hobby, alors que le joueur de golf ne se définit pas par son hobby, il se définit par son métier. Et pourquoi ils font ça? Parce que bien souvent, dans cet univers-là du paranormal, on est frappé par, comme je l'ai mentionné d'abord, les gens qui ont une éducation qui est très limitée, peu de formation scientifique, peu de formation académique, et ils ont très souvent un travail assez banal. Ils ont un besoin de se distinguer de la masse. Et tu ne te distingues pas de la masse en disant, moi, je vends des voitures chez un concessionnaire, ou je travaille comme réceptionniste dans un cabinet de soins de santé, ou bon, tu comprends? Tu te distingues pas de cette manière-là. Mais à travers leur hobby, ils se définissent. Et c'est pourquoi ils sont aussi entre guillemets, méchants. Parce que dès que tu questionnes, par exemple, les ovnis, l'existence des extraterrestres, pour eux, ce n'est pas de questionner le sujet, c'est que tu remets en question leur propre personnalité. Tu comprends? Comme ils se définissent à travers ce sujet-là, si tu remets en question leur sujet d'intérêt, c'est comme si tu remettais en question
tout ce qu'ils sont. Ouais. Donc, leur intégrité. Pour eux, là, ta critique n'est pas une critique, elle est une agression. Et ça, c'est fascinant de voir cet univers-là. Quand on est de l'extérieur et on regarde ça fonctionner, c'est fascinant. Et en même temps, bien sûr, il y a au-delà de ça, plus élargi, la façon dont ces phénomènes-là se véhiculent dans la littérature, la culture populaire. Ils vont donner naissance à des mythes modernes, ils vont donner naissance à des légendes urbaines. Et là, c'est d'essayer de fouiller derrière tout ça. Donc, moi, c'est le paranormal de faire. Là, j'ai fait un très, très grand détour. Je fais souvent des grands détours. C'est ce détour-là pour te dire que dans le paranormal, ce qui m'intéresse comme individu, c'est ce paranormal social. Et si on touche à des sujets très précis, j'avoue avoir une fascination pour les énigmes historiques et l'occultisme récupéré, par exemple, dans le crime. Et pourquoi? Oui. Parce que ici, on est dans un autre univers. Hein? Les énigmes historiques, dans le domaine du paranormal, bien souvent, à 90% des fois, on a affaire avec des observateurs, des personnes, des témoins. J'ai vu quelque chose. Et là, donc, à partir de leurs témoignages. D'ailleurs, c'était assez amusant. Je faisais remarquer à des amis, quand on regarde les témoignages oculaires, j'ai dit, dans toutes catégories confondues, dans toutes les sphères d'activité qu'on peut imaginer où le témoignage oculaire joue un certain rôle, que ce soit dans le domaine judiciaire, dans le domaine policier, dans le domaine de l'histoire, dans le domaine de l'archéologie. Bon, on a plein de domaines des sciences, des gens disent j'ai observé tel phénomène. Bon, dans tout cet univers-là, tous les scientifiques où le témoignage joue un rôle important, sont tous très mitigés par rapport au témoignage. Ils disent, ouais, le témoignage, c'est fragile. S'il est pris quelques mois, même quelques semaines après l'événement, tu as des chances qu'on a déjà commencé à le colorer. S'il est pris des années après, il n'a à peu près plus aucune valeur. Bon, les gens auront tendance, avec le temps, à transformer leur témoignage en fonction de leurs attentes, de leurs croyances, de leurs sentiments. Mais il y a un seul univers que je connaisse, où les témoins ne font jamais d'erreur, que le témoignage, que tu le prennes une semaine après ou 20 ans après, il est toujours égal, où les témoins sont des surhommes et des surfemmes, où le témoin ne fait jamais la moindre coloration de son récit. Et cet univers-là, je te le donne en 1000, le paranormal. Dans le paranormal, le témoin a toujours le haut du pavé. Jamais que tu prends son témoignage aujourd'hui ou que tu le prennes dans 20 ans, les gens les amateurs d'ovnis, de fantômes, te diront, le récit, c'est toujours valable, le témoin a dit ça. Okay. Alors qu'un policier te dirait, ouais, mais tu sais, le témoin dit ça, mais le témoin te raconte un événement qui s'est passé il y a 20 ans, fait que le témoignage vaut plus grand-chose. Pas dans le paranormal. Que l'événement soit passé 20 ans plus tôt, le témoin, c'est sûr que c'est vrai. Fait que il y a tout un mécanisme autour de ça qui est tout à fait fascinant, alors que dans des phénomènes, que ce soit des énigmes historiques ou encore des mécanismes sociaux comme les crimes occultes, dans le cas de l'énigme historique, on a, pour utiliser l'expression, on a de la viande autour de l'os. Je veux dire, je ne sais pas qui était Jack l'Éventreur, mais il ne fait aucun doute qu'à l'automne de 1888, au moins 5 femmes ont été assassinées et mutilées dans les rues de Londres. Tu comprends? Donc, on a un événement ici sur lequel on ne peut pas jouer. Cet événement-là, il est bien réel. Oui. La bête du Gévaudan, par exemple. Je ne sais pas quelle était l'identité zoologique de la bête du Gévaudan, mais c'est sûr qu'entre 1764 et 1767, en France, dans le Gévaudan, ce qui est aujourd'hui la Lozère, il y a 200 personnes qui ont été attaquées par un animal inconnu, dont plus d'une centaine ont été tuées et dévorées. Certains disent que c'était un loup particulièrement gros et affamé, d'autres disent que c'était un mélange d'un loup et d'un chien, d'autres disent que c'était un animal qui avait été dressé pour tuer. On ne le sait pas. Okay. Mais il n'y a aucun doute qu'entre 1764 et 1767, il y a eu 200 personnes qui ont été attaquées par ce qui est devenu la bête du Gévaudan. Donc, ici, on peut s'asseoir, on peut discuter, émettre des hypothèses, mais on ne construit pas sur le sable. Tu comprends? On a un événement historique qui est indéniable. Dans le cas des crimes occultes, on est un peu dans le même univers. On a des gens qui vont commettre des actions.
Donc, on n'a aucun doute, par exemple, que, je sais pas moi, Richard Ramirez dit le Night Stalker, hein, le rôdeur de la nuit, Oui, au milieu des années 80, a assassiné des gens à Los Angeles et il a assassiné des gens à San Francisco. Il a été arrêté, condamné à mort pour 13 assassinats. On lui en prête une vingtaine, mais il a été reconnu coupable pour 13. Et alors qu'il était en attente de son exécution, il est décédé il y a quelques années à la prison de San Quentin. Est-ce que Richard Ramirez tuait ses victimes parce que, bon, il se définissait lui-même comme un sataniste? Les gens qui ont suivi l'affaire Ramirez se rappellent sans aucun doute une scène tout à fait marquante où Ramirez s'était fait tatouer un pentagramme dans la main, un pentagramme inversé, donc signe du satanisme, alors que quand il est de l'autre côté, la pointe vers le haut, il représente davantage de la magie blanche du genre Wicca. Lorsque la pointe est vers le bas, ça nous rappelle un peu une tête de bouc. Et là, Ramirez avait montré sa main à la caméra. Quand le juge le condamnait à mort, il présente sa main à la caméra, puis il dit « Praise Satan » ou « Hell Satan » ou quelque chose comme ça. Puis quand il sort, il dit « On se reverra à Disneyland ». C'est un type il aimait jouer le rôle du sataniste, le méchant diable. Maintenant, est-ce qu'il commettait ses crimes parce que il faisait quelque part, il trouvait là-dedans une satisfaction dans ses croyances sataniques? Est-ce qu'il commettait des crimes pour voler des biens à des gens, pour éventuellement les revendre à des receleurs pour faire de l'argent et s'acheter de la drogue? Parce que c'est un maniaque, parce que c'est un psychopathe, tu comprends-tu? On peut s'asseoir avec des sociologues, des criminologues, on peut discuter quelles étaient les véritables motivations de Richard Ramirez. Mais il n'y a aucun doute qu'au milieu des années 80, Ramirez a tenu la Californie en haleine dans toute une série de crimes plus monstrueux les uns que les autres. Rafraîchis-moi la mémoire, Christian, c'est bien lui qui faisait des tours de voiture la nuit puis ramassait des gens pour leur faire des lifts, là, c'est ça? Non, lui, Ramirez, c'est un type qui, d'ailleurs, d'où son nom, le rôdeur de la nuit. Il sortait la nuit et allait près des maisons, essayait de trouver un moyen d'entrer dans la maison. Et souvent, tu comprends, la Californie, en plein été, les gens laissent leurs fenêtres ouvertes, ils ont que la moustiquaire. Il entrait chez les gens. Généralement, il se débarrassait assez rapidement de l'homme. Quand c'était un couple, il tuait rapidement l'homme. Et là, ensuite, agressait la femme sexuellement, la torturait. Dans certains cas, par exemple, il y a un cas, dans un de ses crimes, il a pris la femme, il lui a tiré une balle, mais avant de la tirer, et puis heureusement, elle a survécu à cette blessure, mais avant de tirer sur elle, il l'avait fait mettre à genoux, il avait assassiné son mari devant elle, et là, il lui a dit « Dis que tu aimes Satan, dis que tu aimes Satan », puis là, quand elle a dit « J'aime Satan », il a quand même tiré une balle. Elle n'est pas morte, elle a survécu, elle a pu raconter cette histoire. Mais c'est des trucs épouvantables, hein? Il mutilait ses victimes, dans certains cas, il a laissé un pentagramme satanique sur le mur, fait avec le sang d'une des victimes. Il y a des choses qui étaient tout à fait épouvantables. Et bien sûr, ça nous amène à cette idée du crime occulte. Donc, quelle était la véritable motivation de Ramirez? On peut en débattre. Une chose est certaine, ces crimes sont passés à l'histoire. Ces crimes existent. On pourrait évoquer la plus célèbre série de crimes du 20e siècle, l'affaire Charles Manson, hein, qui est devenue une référence. Dès qu'on parle de crimes un peu bizarroïdes, c'est comme l'affaire Manson. Hein, c'est passé dans le langage populaire. C'est lui que j'avais en tête, d'ailleurs. Donc, Charles Manson va rentrer, il va assassiner, on connaît tous, l'histoire est devenue célèbre parce qu'il a assassiné Sharon Tate, qui était enceinte de 8 mois et demi, qui était l'épouse du cinéaste Roman Polanski. Donc, il va entrer un premier soir, on est de mémoire, je crois qu'on est le soir du 9 août 1969, il va envoyer ses sbires. Lui, il est un peu un leader de secte dans le désert. Il y a toutes sortes d'un discours un peu gourouiste. Et là, finalement, il va convaincre ses sbires de se rendre. L'adresse était le 10050 Celio Drive. Ça se trouvait à Benedict Canyon, en banlieue de Los Angeles. Si les gens se rendent sur place, là, la maison n'existe plus. Donc, je sais, j'y suis allé. Donc, la maison que Polanski louait à ce moment-là, lui, Polanski était en Angleterre, donc ses sbires, lui, Manson n'est pas là ce soir-là. Hein, il a réussi à convaincre ces gens, vous allez aller là. Il connaissait les lieux. On fera pas l'histoire, peut-être qu'à un moment donné, ensemble, Camille, on se fera une émission spéciale sur Charles Manson, mais bon, il connaissait les lieux, il avait déjà été là avant, parce que autrefois, la maison avait appartenu à un certain Terry Melcher, qui était un peu l'agent du groupe de Beach Boys.
Et Manson connaissait le drummer de Beach Boy, il faisait lui-même un peu de musique. Tu sais, on est les années 60, fin des années 60, début des années 70. Là. Tu sais, c'est l'époque un peu hippie puis tout ça. Oui. Alors, le batteur, Dennis Wilson des Beach Boys, disait à Manson, ben, va voir mon producteur, peut-être qu'il va aimer ce que tu fais, puis peut-être que ça va déboucher quelque part. Fait que Manson se rend donc à cet endroit-là, le 10050 Celio Drive, et il rencontre Terry Melcher, et Melcher trouve que ce que Manson fait, c'est un peu du caca. Tu sais, il dit non, ça m'intéresse pas. Mais Manson avait déjà été sur place. Donc, des mois après, quand il décide de commettre cette série d'assassinats, il dit à ses sbires, vous allez vous rendre au 10050 Celio Drive. Il sait que Terry Melcher n'habite plus à cet endroit-là, mais comme il connaît les lieux, il sait que c'est une résidence isolée au bout d'un cul-de-sac. Il dit, vous allez être tranquille, je ne sais pas qui habite là, mais ceux qui habitent là, ce sont certainement des bien nantis. Et malheureusement, lorsque ces tueurs vont arriver sur place, le soir du 9 août 1969, la maison est occupée. Roman Polanski est en Angleterre il est conseiller sur un film qui s'appelle Le Jour du Dauphin. Et dans la maison, il y a son épouse, l'actrice Sharon Tate, qui est enceinte de 8 mois et demi. Il y a un type qui s'appelle J.C. Bring, qui est un coiffeur pour hommes du tout Hollywood, si je peux dire. C'est le coiffeur de Paul Newman et d'autres grandes vedettes du même genre. Il y a Abigail Folger, qui est l'héritière des cafés Folger. Fait que le matin, quand tu prends ton petit café Folger, là, dis-toi que l'héritière des cafés Folger a été assassinée par la bande de Manson. Okay. Il y avait un type qui s'appelait Wojciech Frykowski, qui était un ami proche de Polanski. Ensemble, ils avaient un peu vécu l'occupation allemande des nazis durant la Deuxième Guerre mondiale, les camps de concentration et tout ça. Et donc, tous ces gens-là, et il va y avoir un individu qui passe par là par hasard, qui s'appelle Steve Parent. Et donc, ces gens-là arrivent sur place, ils vont commettre ces crimes, et l'idée, 24 heures après, il va faire assassiner un autre couple de la région de Los Angeles, et l'idée de Manson, si on écoute la version du procureur, c'était Manson, et ça semble fou, là, il voulait déclencher une guerre raciale. Il était persuadé que le monde avait besoin d'un changement, et que là, s'il pouvait démontrer ou faire croire aux Blancs que les meurtres avaient été commis par des Noirs, là, il y aurait une espèce de soulèvement. Manson croyait dans son esprit complètement tordu que les Noirs étaient beaucoup plus agressifs que les Blancs et que dans une guerre raciale, les Noirs auraient le dessus sur les Blancs. Et une fois que les Noirs se seraient débarrassés des Blancs, donc quand les Afro-Américains auront assassiné tous les Blancs d'Amérique, tous les Caucasiens, Manson disait, ces gens-là sont quand même trop stupides pour se gouverner eux-mêmes. Hey, ils vont avoir besoin d'un nouveau Dieu, et ce nouveau Dieu, ce sera moi. Je sais, je te raconte ça, Camille, tu te dis, mais c'est fou. C'est pas possible d'imaginer qu'un bonhomme a pensé un truc comme ça. Évidemment, il y a d'autres hypothèses pour lesquelles Manson aurait déclenché ses crimes, mais c'est vrai aussi que dans cette histoire-là de guerre raciale, il y a tout un aspect occulte. Hein. Manson écoutait, par exemple, l'album blanc des Beatles, un célèbre album sorti, je crois, en 1967. Il faisait tourner les plages à l'envers. T'as pas connu ça, toi, hein? Faire tourner ton vinyle à l'envers pour entendre des messages subliminaux. Oh non, mais il y en a un paquet. Hein, mais t'en as entendu certainement parler. Hein? Ça fait partie de la culture populaire. Donc, Manson faisait tourner notamment, il y avait sur l'album blanc des Beatles, il y avait une pièce qui s'appelait Revolution 9. Donc, au début, la pièce commence, on entend John Lennon qui dit « Number 9, number 9, number 9 ». Quoique je dis John Lennon, mais il y a une controverse. Il pourrait s'agir d'un technicien chez EMI qui dit ça. Mais c'est vrai que la voix ressemble à celle de Lennon. Donc, bref, on entend ce « Number 9, number 9, number 9 ». Mais quand tu tournes à l'envers, le number 9 avec ton vinyle, ça fait « Turn me on, dead man, turn me on, dead man », qui veut dire « Excite-moi, homme mort ». Or, Manson faisait tourner son album, puis Turn Me On, Dead Man. Il dit, mon Dieu, les Beatles s'adressent à moi. Il était persuadé que les 4 Beatles étaient les 4 archanges de l'Apocalypse et que lui était la réincarnation du Christ. D'ailleurs, le nom de Manson, c'est Charles Miles Manson. Ça dit rien comme ça. Fait qu'il avait changé son Miles du milieu. Il voulait pas que les gens l'appellent Charles Miles Manson, mais on voulait qu'on l'appelle Charles Willis Manson. Et tu me dis, et là, tu vas dire, mais quelle est la différence entre Charles Miles Manson et Charles Willis Manson? Si tu sépares, tu segmentes les syllabes, avec Charles Miles Manson, ça fait rien. Mais si tu sépares Charles is, Will is, Manson. Charles est la volonté du Fils de l'homme. Charles Will is Manson. Tu comprends? C'est
complètement distordu, là, ce truc-là. Mais que c'est fascinant de voir comment cet occultisme est récupéré, retravaillé, et à travers ça, des gens vont s'identifier et vont se développer toutes sortes de mécanismes de croyance qui sont, à mon avis, fascinants. Et c'est pourquoi les crimes occultes me passionnent, et c'est vrai aussi pourquoi les histoires historiques, là, les énigmes historiques me passionnent, parce que dans un cas comme dans l'autre, on va bien au-delà du simple témoignage du gars qui dit « j'ai vu un fantôme » ou « j'ai vu un ovni » ou « j'ai vu le mont du Loch Ness ». Là, tu n'as plus grand-chose quand tu t'arrêtes essentiellement au témoignage. Donc, ce sont des sujets qui me fascinent. Et ce soir, je pourrais t'en parler plus longuement, mais après la capsule, mais c'est une histoire. J'ai écrit un livre sur les crimes occultes, vraiment, là. Et là, il faut que tu m'arrêtes parce que le crime occulte, ça me passionne. Ben oui, on n'aura pas le choix, Christian, d'en faire une bientôt, là, d'ici la fin. J'ai écrit un livre sur le sujet. J'ai fait 2 séries pour Canal D sur les crimes occultes. Et l'histoire que je te présente ce soir n'a pas été présentée. Je l'ai évoqué sur 1 page et demie dans mon livre sur les crimes occultes, mais on l'avait mis de côté à Canal D parce qu'on avait quand même couvert beaucoup de crimes occultes. J'avais beaucoup de candidats. Et finalement, il y a un groupe de candidats qu'on a rejeté parce que, à la demande de Canal D, on a préféré aller vers des crimes plus contemporains. Donc, j'avais des crimes qui s'étaient produits au 15e, 16e, 17e siècle, qui avaient des procès, qui avaient du matériel, mais finalement, Canal D ont dit non, on va garder des crimes qui se sont produits comme à partir de l'an 1900 en montant. Okay. Donc, les crimes d'avant, on avait l'histoire d'Erzébeth Báthory qui aurait assassiné 650 jeunes femmes vierges pour se baigner dans leur sang, pour conserver sa jouvence. Donc, on avait été en Roumanie, on avait été en Slovaquie, on avait retrouvé des documents historiques, on avait parlé avec des historiens là-bas. Il y avait également Gilles de Rais qui aurait assassiné jusqu'à 2000 enfants dans des rituels occultes entre 1432 et 1440. Inutile de dire que pour Erzébeth Báthory et comme Gilles de Rais, on aime la démesure et on a beurré épais, parce que ça s'est pas passé tout à fait comme ça. Erzébeth Báthory, c'est à peu près 50 victimes. C'est quand même trop, me diras-tu, mais entre 650 et 50, il y a quand même un pas. Et Gilles de Rais, l'accusation était de 132 meurtres et non pas 2000. Mais on aime la démesure, fait qu'on aime bien en rajouter. Et même l'agresseur, le criminel lui-même aime ça aussi, de dire « Ah non, j'en ai fait plus que ça. Moi, je suis accusé d'une douzaine. » Oui, tu as tout à fait raison. Puis quand on regarde dans le procès, par exemple, de Gilles de Rais, on sait d'où ça vient. Hein? Gilles de Rais, l'acte d'accusation, Gilles de Rais, pour te situer, puis je sais qu'il faut faire une pause, mais je te prends 15 secondes. Oui. Gilles de Rais, c'était maréchal de France. Il a combattu auprès de Jeanne d'Arc. Après la capture de Jeanne d'Arc par les Anglais, il se retire dans ses châteaux de la Loire. C'est l'homme le plus riche du royaume de France. Hein. Il a même financé les armées du roi de France, qui est Charles VII. Et il va s'adonner à des rituels sataniques. C'est un pédophile également. Il justifie ses crimes de pédophile par ses rituels sataniques. Et là, il commet ses crimes entre 1432 et 1440. Lors de son accusation, comme il est maréchal de France, il est l'homme le plus riche du royaume, il y a de la difficulté à reconnaître qu'on veut le juger. Hein? Il dit au juge, mais qui êtes-vous, bande de ribots? C'est le mot qu'il utilise. Qui êtes-vous, bande de ribots, pour juger mes actions? Je suis Gilles de Rais. Tu comprends? C'est une espèce de folie de grandeur. Et éventuellement, il va admettre ses crimes parce qu'on le menace d'excommunication. Ça paraît étrange, mais il préfère avouer ses crimes et être pendu que de vivre avec la perspective qu'il pourrait mourir et s'en aller en enfer. Parce que l'excommunication, c'est ça. Tu n'auras pas la rédemption éternelle. Un bon croyant, avec beaucoup de sarcasme. Alors, quand les juges le menacent, on dit, si vous n'avouez pas vos crimes, Gilles de Rais, ça sera à ce moment-là l'excommunication, vous périrez en enfer. Alors, Gilles a tellement peur qu'il dit, OK, on arrête ça tout de suite. C'est vrai que j'ai commis ces crimes-là. Et là, il va sortir la phrase quand le juge lui demande, mais combien d'enfants avez-vous assassinés? Gilles va dire, ils étaient si nombreux que je ne les ai pas comptés. Il pourrait même s'agir jusqu'à 10 000. Tu sais, le chiffre est énorme, là, 10 000 enfants. Bon, en réalité, comme tu dis, il a beurré épais lui aussi. Mais bon, ce sont des histoires qui sont fabuleuses et dans les histoires qu'on a dû éliminer parce qu'elles dataient de avant le début du 20e siècle. Et il y a l'histoire que je vais te présenter ce soir qui est fascinante. Je découpe mes syllabes parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. Avis encore une fois aux auditeurs, il y a peut-être des petites narrations qui vont vous choquer, donc vous voilà prévenus. Alors maintenant, ma belle Camille, tu peux passer à ta pause. Ben oui, t'as dit
T'as dit, Christian, ben merci pour ça. On n'a pas fait d'actualité, mais ça ira la semaine prochaine. On est Ben tombé oui, dans absolument. un sujet qui nous fascine les deux. T'as voyagé en Roumanie, t'as voyagé en Slovaquie pour parler d'histoire. Erzébet Báthory, oui, c'est ça. Et là, on s'en va en Espagne après la pause. J'en dis Oui, pas on s'en plus. va en Espagne, dans les montagnes du nord de l'Espagne, une région qui s'appelle Ourens, la paroisse d'Orense, ou en vieux gaélique, c'est Ourens avec un U. Mais c'est pas grave, ça ne change rien à l'atrocité et l'aspect sordide des crimes que je vais te raconter. Restez là, ça promet pour la deuxième partie de l'émission de Radio X-Files à Radio X. Radio X-Files avec Christian Page et Marceau. Radio X. Ce soir, Christian Page, on parle de paranormal social, c'est ça? Oui, c'est ça, si on peut dire, la façon dont le paranormal influence nos comportements. De l'homme, de la créature Roma Santa. Oui, c'est ça. Donc, on était le 19 octobre 2018. Avec Marceau, on avait fait un Radio X-Files sur la lycanthropie. Donc, cette maladie, ce trouble psychotique où des gens en viennent à croire qu'ils se transforment en animaux. Et pour l'occasion, on avait reçu le docteur Jean-Michel Gentisonne, qui était un psychiatre de Paris, qui nous racontait quelques cas, parce qu'il s'était spécialisé un peu dans ces troubles psychotiques, et il nous racontait l'histoire d'une dame qu'il avait reçue en cabinet, qui avait traité pendant de longs mois, qui, elle, se croyait être une panthère. Donc, elle arpentait les rues de Paris, marquait son territoire, si tu comprends ce que je veux dire. Oh my God! Mais, ouais, c'est assez étonnant. Mais bon, elle n'a pas commis d'acte criminel. Mais en conversation, on était tous d'accord que lorsque l'on parle de ce trouble de la lycanthropie, ça peut amener des comportements tout à fait anormaux, déviants, voire même criminels. Et on était tous d'accord que lorsque l'on parle de lycanthropie, le cas le plus remarquable, c'est celui d'un certain Manuel Blanco Romasanta, qui a marqué l'histoire de la criminologie moderne au milieu du 19e siècle. Donc, sans plus tarder, voici l'histoire de Manuel Blanco Romasanta, l'homme-loup d'Alariz. On revient tout de suite après. Nous sommes en novembre 1850 à Rebordechao, dans la province de Lawrence, dans le nord de l'Espagne. L'homme est nu. Il est étendu sur le dos, dans la forêt. Il est à peine 21 heures, mais en ces heures d'hiver, le soleil est déjà couché depuis un moment. À travers les arbres, il contemple la lune. Ce soir, c'est la pleine lune. Pour lui, c'est un très mauvais présage. Peut-être pas ce soir, espère-t-il. Il répète cette phrase comme une litanie ou une prière, comme pour chasser le spectre de ce qu'il sait déjà inévitable, l'inexorable, la marque du diable. Peut-être qu'à force de ressasser ces mots, se dit-il, il finira par briser la malédiction. Mais la rédemption n'est pas pour ce soir. Soudain, sous l'emprise d'une vive douleur, il arque son corps. On dirait presque un épileptique victime du grand mal. Son corps est tordu et arc-bouté sur sa tête et sur ses talons. De la nuque aux pieds, aucune partie ne touche au sol. De sa gorge s'échappe un râle sourd, presque le feulement d'un fauve. Puis, une nouvelle douleur le force à se contracter dans l'autre sens. Son corps se replie en position fétale. Il laisse échapper un gémissement de douleur.
Son cœur bat la chamade. Il le sent pulser dans ses veines. Il sent son pouls à travers ses bras et ses poignets. Il regarde ses mains devant lui. Elles lui font si mal. Tant la gauche que la droite commencent à se déformer. L'homme assiste à ce spectacle surnaturel, impuissant. Distinctement, il suit chaque détail de leur transformation. Les pouces se calent vers l'arrière et les doigts, de l'index à l'auriculaire, paraissent se souder entre eux. Ses ongles s'allongent de manière spectaculaire. Ce ne sont plus vraiment des ongles, mais des griffes acérées et tranchantes comme des couteaux. Les os de sa main se déforment et s'étirent. Une fourrure grise en couvre bientôt tout le dessus. Et cette pilosité ne s'arrête pas qu'à ses mains. Elle remonte sur ses bras et envahit tout son corps, lui donnant l'aspect d'une bête. Ensuite, c'est au tour de ses pieds d'être pris de spasmes. Ses mollets sont paralysés par des crampes insoutenables, puis les deux pieds se déforment à leur tour. Manuel, c'est le nom de notre moribond, tourne son visage dans la boue pour étouffer ses cris de douleur. Il entend un craquement. Il n'a pas besoin de regarder. Il a vu ce spectacle si souvent. Ses deux pieds, juste à la hauteur des os cunéiformes, au milieu du pied, se brisent, comme si une nouvelle articulation les transformait en deux parties distinctes. Manuel se ressaisit. Il se redresse légèrement, à quatre pattes. Il est haletant comme un chien. Dans une petite flaque d'eau, située à quelques centimètres de son visage, il peut voir son reflet. Ses traits sont déformés par une grimace diabolique. Ses yeux, généralement brun noisette, sont maintenant jaunes et ses pupilles dilatées. Il a l'impression qu'un étau lui broie le crâne, déformant ses traits. Ses arcades sourcilières sont plus prononcées. Ses oreilles sont pointues et rappellent celles d'un animal. L'arête de son nez paraît plus longue et sa mâchoire supérieure est hypertrophiée. Cette déformation, ô combien douloureuse, augmente l'occlusion de sa mâchoire inférieure. Ses gencives lui font un mal à hurler. Ses canines déforment ses lèvres. Puis, peu à peu, la douleur s'estompe. Manuel se redresse. Mais est-il toujours Manuel? Il a l'impression qu'il n'est plus lui-même, qu'une nouvelle personnalité a pris possession de son corps et de son âme. Lentement, à pas feutrés, il se dirige vers la ferme. Il s'oriente par la lumière vacillante des bougies qui brillent derrière les fenêtres. À moins de 10 mètres, il se dissimule derrière un buisson. Mais est-ce bien lui? Ou est-ce cet autre en lui qui est omniscient? Mais il a l'impression de tout savoir sur les habitudes de la maisonnée. Puis, comme il l'anticipait, la porte s'ouvre et une jeune femme sort à l'extérieur, un seau à la main. Elle est insouciante. Elle ignore tout du danger qui la guette dans l'ombre et qui peut fondre sur elle à tout moment. Elle se dirige vers le puits. L'adolescente doit avoir 12 ou 13 ans tout au plus. Dans un silence presque surnaturel,
L'homme se glisse derrière elle. La jeune femme se retourne au dernier moment. En le voyant, elle fige d'horreur. Elle n'a hélas pas le temps de crier. La main énorme de Manuel la frappe à la gorge. D'un geste rapide, ses griffes lui tranchent les chairs. L'adolescente tombe à la renverse, les deux mains refermées sur son cou. Elle essaie de stopper le sang qui s'écoule de la plaie, mais c'est peine perdue. La carotide a été tranchée et par saccades, son sang gicle entre ses doigts. Elle est muette et n'arrive plus à respirer. Son regard se brouille. Lentement, le voile de la mort glisse sur elle. Lorsque l'adolescente cesse de gigoter, Manuel grimpe sur elle. D'un coup sec, comme s'il manipulait une faucille, il déchire ses vêtements. Il l'expose, impudique. Sa peau blanche, ses seins juvéniles, son ventre plat et son pubis à peine pubère. Manuel sent monter en lui ce désir animal qu'il connaît si bien. Sans attendre, alors que l'adolescente est encore animée par les derniers soubresauts de la vie, la bête se jette sur elle. Elle lui dévore les seins et le ventre, se nourrissant de sa chair, de son sang et de ses viscères. Ajoutant l'infamie à l'horreur, il pousse sa débauche à prendre sa proie. Il déverse en elle la semence de cette bête qu'il est devenu. Manuel Blanco Roma-Santa n'est plus un homme. Son stupre achevé, il se redresse. La lueur de la pleine lune éclaire le théâtre de son crime. Maria Dolores Carnero, cette charmante adolescente de 12 ans, n'est plus qu'un amas méconnaissable de chair et de sang. Manuel Blanco Roma-Santa écarte les bras, se gonfle la poitrine et laisse échapper un long cri de satisfaction. Manuel Blanco Roma-Santa naît à Regerio, dans la province d'Orense, le 18 novembre 1809. Il est prénommé au départ Manuela. Il grandit comme une fille jusqu'à l'âge de 6 ans, quand le médecin découvre son véritable sexe. Comme il sait lire et écrire, ce qui est très rare à cette époque, les gens croient que sa famille est aisée. C'est un homme de petite taille, entre 1,37 m et 1,49 m, et très efféminé. Il commence par travailler en tant que tailleur. Après la mort de sa femme, en 1833, Roma-Santa se recycle en voyageur de commerce à Esgos, et ensuite dans toute la Galice et au Portugal. Roma-Santa est aussi connu en tant que guide pour les voyageurs désireux de traverser les montagnes de Castille, d'Asturia et de Cantabria, ce qui lui donne davantage d'occasions pour les ventes. En 1844, Roma-Santa est accusé du meurtre d'un agent de police de Léon, Vicente Fernandez. Fernandez a été retrouvé mort après avoir tenté de récupérer une dette que Roma-Santa devait à un fournisseur de Ponferrada pour l'achat de marchandises. Comme il ne se présente pas aux auditions, il est déclaré coupable par défaut et condamné par contumace à 10 ans d'emprisonnement. Fuyant la menace de l'emprisonnement avec un faux passeport au nom d'Antonio Gomez, un Portugais, Roma-Santa s'installe dans le petit village de Robordechao, dans la région de Vilar do Barrio, pendant au moins 1 an. Au cours des années qui suivent, plusieurs femmes et enfants qui ont engagé Roma-Santa comme guide s'évanouissent, comme gommés de la surface de la terre.
Ces disparitions ne sont pas immédiatement remarquées, car Roma Santa livre des lettres à leur famille, leur signalant que leurs proches sont arrivés à destination. Au début des années 1850, des voyageurs sont retrouvés morts et affreusement mutilés dans les montagnes du nord du pays. Au début, les policiers croient que ces gens ont été tués et dévorés par des loups. Puis, en 1852, Roma Santa est surpris à vendre des vêtements ayant appartenu à l'une des victimes. Une plainte est déposée dans la ville d'Escalona, prétendant que Roma Santa trompe des femmes et des enfants en leur promettant de les faire traverser les montagnes, mais qu'ensuite, il les tue et leur retire leur graisse, qu'il vend sous forme de savon. Roma Santa est arrêté en septembre 1852 à Numbela, dans la province de Toledo. Il est jugé devant les assises d'Alariz, dans la province d'Orense. Roma Santa avoue sans détour avoir assassiné au moins 13 personnes, ce qui fait de lui le premier tueur en série d'Espagne. Ses victimes, des hommes, des femmes et des enfants, étaient âgés de 10 à 47 ans. Accusé de meurtre, Roma Santa plaide que ce n'est pas lui qui a tué ces personnes, mais son alter ego, un loup-garou. À l'en croire, il est victime d'une malédiction qui, certains soirs, le transforme en loup. Les juges sont sceptiques. Ils demandent une évaluation psychologique de l'accusé. Il faut dire que la psychologie est plutôt limitée dans ses diagnostics. Les possibilités sont simples. Le sujet est-il fou? Oui ou non? En octobre 1852, les médecins d'Alariz se présentent à la cour. Basés principalement sur la phrénologie, une pseudoscience voulant que la forme du crâne du sujet témoigne de sa santé mentale, le rapport accuse Roma Santa d'inventer cette histoire de loup-garou. Le rapport stipule: son penchant au vice est volontaire et non forcé. Le sujet n'est pas fou, ni idiot, ni monomaniaque, et il ne l'est pas devenu pendant son incarcération. Au contraire, il, Roma Santa, a fini plutôt par devenir un pervers, un criminel accompli capable de tout, calme et sans la moindre pointe de bonté. Mais il a agi avec une volonté propre, en toute liberté et connaissance de cause. Roma Santa doit faire face à la justice. La liste de ses victimes est choquante. Manuela Garcia, 47 ans, et sa fille Petra, 15 ans, tuées dans la Sierra de San Mémède quand elle la traversait pour rejoindre Santander. Benita Garcia Blanco, 34 ans, et son fils Francisco, 10 ans, tués à Corgo de Bois lors de leur voyage pour Rua Cantabras. Antonio Land, 37 ans, et sa fille Peregrina, tués en rejoignant Orense. Josefa Garcia et son fils José Pazos, 21 ans. Maria Dolores Carnero, 12 ans. Dans plusieurs de ces cas, Roma Santa ne s'est pas seulement contenté d'assassiner ses victimes, mais il s'est adonné à des actes de cannibalisme et de nécrophilie sur ses victimes de sexe féminin. On croit aussi qu'il a récupéré les graisses corporelles de ses victimes pour faire du suif, la matière visqueuse à la base de la fabrication du savon. Aux yeux des juges, Manuel Blanco Roma Santa
est un monstre. Questionné sur les circonstances de ses crimes, celui qu'on surnomme déjà l'homme-loup d'Alarise explique. La première fois que je me suis transformé, j'étais dans les montagnes de Kuzo. J'étais entre deux loups au regard féroce. Je suis soudainement tombé par terre et j'ai commencé à sentir des convulsions. Je me suis retourné 3 fois et quelques secondes plus tard, j'étais moi-même un loup. J'étais dehors, maraudant avec les 2 autres loups pendant 5 jours, jusqu'au moment où je suis retourné dans mon vrai corps, celui que vous voyez devant vous aujourd'hui, votre honneur. Les 2 autres loups, que je pensais être aussi des loups, m'ont suivi et se sont changés en hommes. Ils étaient de Valence. Ils étaient tous les 2 maudits. Nous avons attaqué et mangé un bon nombre de gens, car nous avions faim. Le procureur Luciano Battista Hernáez demande à Roma Santa de prouver sa transformation à la cour, sur quoi l'accusé répond que la malédiction n'a effet que pendant 13 ans et qu'il n'est plus ensorcelé, que le sort a pris fin la semaine précédente. Mais le procureur insiste. C'est alors que survient un épisode pour le moins surprenant. Alors que les auditions ont toujours cours, le procureur se rend dans la cellule de Roma Santa. Dehors, c'est la pleine lune. En milieu de soirée, Roma Santa se jette sur le sol, les yeux exorbités. Il grogne. Il affirme être en train de se transformer. Il décrit sa métamorphose. « Regardez mes mains qui se déforment, mes pieds qui s'allongent. » Sa voix devient plus gutturale au fur et à mesure qu'il poursuit sa description. « Ne voyez-vous pas mon corps se couvrir de fourrure? Voyez mon visage. N'est-il pas davantage celui d'un loup que celui d'un homme? » Il brandit sa main en direction du procureur. « Regardez mes doigts et mes griffes. Ce sont ces griffes qui ont lacéré tant d'innocentes victimes. » Pour le procureur, il n'y a aucun loup-garou. Il n'y a sur le sol qu'un pauvre kidam en pleine crise de démence. Si Manuel Blanco Roma Santa n'est pas fou, il doit alors être possédé du démon. La cour innocente Roma Santa de 4 des meurtres qu'il a confessés, après que des preuves aient été trouvées suggérant que les victimes étaient mortes de véritables attaques de loups. Il est toutefois déclaré coupable pour 9 autres meurtres, des meurtres qualifiés par le procureur de boucherie. Le 6 avril 1853, Manuel Blanco Roma Santa est condamné à mort. L'affaire a duré 7 mois et la transcription couvre plus de 2000 pages reliées en 5 volumes, intitulés « Lycanthropia ». Pendant que Roma Santa attend son rendez-vous avec la corde, son histoire commence à circuler. Elle intéresse de nombreux chercheurs qui sollicitent sa grâce auprès du ministère de la Justice. L'affaire remonte jusqu'à la reine Isabella II. Le 13 mai 1854, la souveraine ordonne que la peine de mort prononcée contre Roma Santa soit commuée en prison à perpétuité. Durant les années qui suivent, alors que la psychiatrie est une discipline naissante, de nombreux médecins visitent le prisonnier et concluent que Roma Santa est un authentique cas de lycanthropie, un délire psychotique amenant le patient à se croire transformé en loup et, par extension,
en tout autre type d'animal. Manuel Blanco Romasanta meurt en décembre 1869 dans une geôle du château de Sant-Anton, à La Corogne. Son histoire est unique dans les annales judiciaires modernes occidentales. En 2009, des terrassiers découvrent des ossements humains près de Castrello de Val, dans la province d'Orance, jadis le territoire de chasse de Romasanta. Les os sont anciens, entre 150 et 200 ans. Ce sont ceux d'une femme et d'un jeune garçon. Les experts pensent qu'il s'agit sans doute des restes de Benita Garcia Blanco et de son fils Francisco. En mars 1847, Benita, une femme de 34 ans, avait engagé Romasanta pour la conduire, elle et son fils de 10 ans, Francisco, à Santander, pour y retrouver sa sœur. Les voyageurs ne sont jamais arrivés à destination. En 2009, lors de la découverte de leurs restes à Castrello de Val, les légistes ont noté des marques et des déformations sur les os des victimes. Des marques caractéristiques de l'anthropophagie, le cannibalisme. L'histoire de Romasanta s'inscrit dans les rares cas de lycanthropie, un trouble psychotique où le malade croit se transformer en un animal. Cette pathologie, comme dans le cas de Romasanta, peut conduire à des actes abominables et contre nature. L'histoire de Romasanta a librement été adaptée dans de nombreux films, principalement Romasanta ou L'Enfer des loups, un film de 2004 mettant en vedette Julian Sand et Elsa Pataky. The Church teaches us that the devil can appear in many guises, manifest himself in different forms. The papers only mention 4 victims. Those were the 4 we couldn't hide. Why are you preserving the corpses? That's the reason you're here. That day, I learned it is true. It is my duty to request that you assist us in identifying the remains of this young girl. It is not the wolf you should be frightened of. Romasanta is not a man. Who are you? He's killing more and more people. It's here! Radio X Files avec Christian Page et Marceau. Radio X. On est de retour sur Radio X-Files, ici même à Radio X. Comme on vous avait averti, Christian, on avait averti les auditeurs, c'était une chronique, une histoire qui était un peu plus sensible. Oui, et on avait affaire à un criminel qui aimait garder des trophées de ses victimes pour en faire des produits dérivés. Là. C'est assez, voilà, des pommades, des savons. Donc, il allait de ville en ville, vendait, faisait commerce de ça, des pommades, des savons, des concoctions. Et, un méchant malade, dans mon vocabulaire. Écoute, ce personnage, il est monstrueux. On se dit, mais où on peut aller jusque dans l'horreur? Il assassine les gens,
fait du cannibalisme, la nécrophilie, récupère le graisse pour faire des savons ou des pommades. C'est vraiment, à un moment donné, dans la petite capsule, je dis pour le tribunal, c'est Roma Santa est un monstre, mais il n'y a pas d'autre définition pour définir le personnage. Puis on dirait que le terme n'est pas assez fort. Assez fort pour décrire, c'est ça. Puis j'ai essayé en début de présentation, j'ai essayé de décrire un peu comment lui se voyait, hein, parce que les fameuses 2000 pages du procès de Roma Santa, je les ai eues entre les mains. Oh. J'ai chez moi en archive le résumé du procès par le président du tribunal et la condamnation de Roma Santa. C'est le réquisitoire du juge, du président de l'Assemblée et la condamnation, c'est à peu près 300 pages hein, sur les 2000. Donc c'est énorme. Ben oui. Et Roma Santa a été condamné à mort, mais à l'époque, en Espagne, l'exécution était un peu particulière, alors que la France avait la guillotine. Aux États-Unis, on pendait les gens. En Espagne, les gens lorsqu'ils étaient condamnés à mort, ils étaient condamnés au supplice du garrot. Et le supplice du garrot, pour la plupart des gens, j'imagine, qui nous écoutent ce soir, c'est la première fois qu'ils entendent parler de ça. Ah. On prenait, tu commences à comprendre, hein? Ouais. On prenait l'individu, il était attaché sur une chaise, et le bourreau se plaçait derrière lui, plaçait une corde autour du cou, et on serrait un garrot jusqu'à ce que l'individu meure étouffé. Roma Santa a échappé à ce supplice parce que, comme je l'ai mentionné, des gens, et en particulier, il y a un hypnotiseur français qui vivait en Grande-Bretagne, qui a entendu parler de l'histoire de Roma Santa et il a fait des pieds et des mains. On peut dire que Roma Santa a eu la vie sauve grâce à cet homme. C'est dans la littérature et dans les minutes du procès et les documents qui ont suivi, parce qu'on a gardé un œil sur Roma Santa et quand il y a eu lorsque la reine Isabelle II a brisé, en fait, dans le jugement, bien évidemment, il y a des documents qui ont été écrits, et l'individu est décrit seulement sous le nom du docteur Philippe. On n'a pas beaucoup de précisions, mais des recherches qui ont été menées par des enquêteurs ultérieurement ont réussi à établir un lien entre lui et cet hypnotiseur français qui s'appelait Jean-Pierre Durand-Legros, qui vivait en France. Et il semble que ce docteur Philippe soit ce monsieur Jean-Pierre Durand-Legros, et c'est lui qui aurait fait pression, notamment sur le ministère de la Justice, et par le ministère de la Justice, évidemment, on aurait réussi à convaincre la reine de briser la condamnation contre Roma Santa. Donc, il a échappé à ce supplice du garrot. Écoute, je pourrais te parler de Roma Santa pendant des jours, parce que bon, j'ai littéralement plongé dans cette histoire-là. Pour situer un peu les auditeurs, à ce moment-là, j'étais dans le nord de l'Espagne, on tournait une série qui s'appelait « À la recherche des reliques saintes » et on avait fait un reportage sur des apparitions mariales, donc des apparitions de la Vierge Marie, qui se seraient tenues tout près de Santander. Et c'est justement la région d'Ourance, là où Roma Santa a commis ses crimes. Donc, inutile de dire que après l'histoire de la Vierge Marie, j'avais hâte de me retrouver dans l'histoire de Roma Santa. Ben oui, donc, je t'arrête 2 petites secondes, Christian, parce qu'il y a même quelqu'un qui m'a posé la question par texto. Est-ce que c'est une histoire que tu abordes aussi dans ton livre? Dans mon livre sur les crimes occultes, j'ai consacré à peu près 1 page au crime de Roma Santa. Okay. Mais éventuellement, comme je l'ai mentionné, si la santé me le permet, j'aimerais bien écrire un volume 2 sur les crimes occultes. Parce qu'on a accumulé tellement de matériel. Et Roma Santa serait l'un de ces crimes-là. Donc, après les apparitions, le truc des apparitions mariales de San Sebastián de Garabandal, c'est comme ça que c'est la petite localité où ces apparitions de la Vierge auraient eu lieu. Okay. Donc, je me suis retrouvé dans le nord de l'Espagne et là, j'ai eu accès, évidemment, on avait tout préparé ça d'avance, donc accès aux archives, les documents. Donc, j'ai eu les minutes du procès de Roma Santa entre les mains. Il faut savoir, Camille, que c'est très difficile de faire de la recherche historique en Espagne. Dans un premier temps, on a le problème de la langue. Moi, je ne parle pas l'espagnol, à part une cerveza. Mais... c'est la base, c'est correct. C'est la base. Je ne parle pas espagnol, donc il me fallait toujours un traducteur pour discuter et échanger. Et là, tu comprends qu'on est dans des échanges qui sont excessivement bureaucratiques. Donc, la problématique est importante. Et ensuite, il faut savoir que l'Espagne, beaucoup de documents
ont été perdus et détruits. Dans un premier temps, il y a eu toutes sortes de bouleversements en Espagne, mais principalement d'abord la guerre civile espagnole entre 1936 et 1939, où là on a à peu près saccagé toutes les archives nationales du pays. Les révolutionnaires de Franco ont à peu près tout détruit. Et ensuite va arriver la Deuxième Guerre mondiale, immédiatement après la guerre civile espagnole. Même en fait, elle se chevauche un peu. Donc, à ce moment-là, ça rend encore plus difficile la conservation de ces documents. Donc, dans le cas de Roma Santa, il y a plusieurs éléments qui nous manquent pour avoir un tableau complet, mais il y a quand même beaucoup d'interrogations qui ont été soulevées dans les documents qui sont encore accessibles. Dans un premier temps, puis là, je te parlerai pas de Roma Santa pendant 2 heures, mais c'est une histoire qui est fascinante. D'abord, son nom en Manuel Blanco Roma Santa, c'est assez curieux parce qu'il prend le nom de son père et de sa mère. Son père s'appelait Miguel Blanco et sa mère Maria Roma Santa. Donc, généralement, on aurait dû l'appeler simplement Manuel Blanco, comme c'était un peu la tradition de prendre le nom du patriarche de la famille. Donc, dans le cas présent, Roma Santa prend à la fois le nom de son père et le nom de sa mère. Dans la capsule, et ça c'est la grande énigme, je dis Roma Santa en fait il est baptisé sous le nom de Manuela Roma Santa. Pourquoi Manuela? Ce n'est qu'à l'âge de 6 ou 7 ans qu'on va découvrir son véritable sexe. Ça, c'est et là, spécial. Là, les oreilles sensibles, on va appeler un chat. Hein? Donc, Roma Santa naît, et on n'est pas certain parce qu'il n'y a pas beaucoup de détails et les documents ont disparu, mais dans les minutes du procès, l'affaire est évoquée par les médecins. Et si on regarde la description qu'ils font, il semble que Roma Santa ait souffert d'une malformation congénitale qu'on appelle aujourd'hui le pseudo-hermaphrodisme. Okay. Donc, il serait né avec les 2 organes génitaux mâles et femelles, mais principalement, au début, lorsqu'il naît, il n'a, là encore une fois, je l'ai dit, on va appeler un chat, il naît avec essentiellement une vulve féminine. Donc, ses parents disent c'est une fille et ils le baptisent Manuela Roma Santa. Vers l'âge de 6 ou 7 ans, il va se développer en lieu et place du clitoris, va se développer un pénis. Okay. Donc, il a un pénis comme dissimulé à l'intérieur de lèvres vaginales. Et c'est une malformation rarissime. Le premier cas reconnu dans la littérature médicale date de 1939. Donc, c'est pas un mythe, ça existe, mais c'est une malformation qui est excessivement rare. Et les parents à qui ça arrive doivent nécessairement faire un choix, mais comment, tu sais? Voilà. Donc, dans le cas de Roma Santa, au moment où il naît, c'est visiblement les organes féminins qui sont prépondérants. Ce n'est que vers l'âge de 6 ou 7 ans que va se développer ce pénis. Quelle était la dimension du pénis? On ne le sait pas. Mais à cause de cette malformation, on doute que Roma Santa ait eu un organe génital masculin normal. Appelons ça les choses. Hein. Ouais. Donc, on croit... Donc, il va être marié, d'ailleurs, pendant quelques années, pendant 3 ou 4 ans. Il n'aura pas, entre 1931 et 1933, il est marié avec une certaine Francisca Gomez. Lorsqu'elle meurt, Roma Santa n'a rien à voir avec sa mort. Elle meurt subitement, on suppose probablement de maladie. Mais il n'a aucun enfant. Donc, on peut se poser la question, est-ce que Roma Santa était stérile? Et dans quelle mesure était-il aussi impuissant? Donc, on ne sait pas quelle est l'importance que cette malformation congénitale avait sur lui. Une chose est certaine. Puis là, je sais, quand je parle de ça, il y a des gens qui nous disent, mon Dieu, que c'est épouvantable. On ne devrait pas parler de ça à radio à 7h30 le soir. Mais quand Roma Santa, quand on lit les minutes du procès, il est clair qu'il s'adonnait au cannibalisme et s'adonnait également à la nécrophilie. Mais dans les minutes du procès, on ne sait pas s'il utilisait son organe sexuel ou s'il utilisait des artefacts, des branches ou d'autres objets semblables. C'est tout à fait sordide, mais on sait que sur ces victimes de sexe féminin, il s'est adonné à des mutilations, des libertés tout à fait abjectes, mais on ne sait pas trop comment il le faisait. Donc, c'est assez épouvantable et ça reste un peu une énigme, cet aspect de la nécrophilie de Roma Santa. Il dit, je l'ai mentionné dans la capsule, il dit à un moment donné durant le procès, je me suis transformé, j'étais avec 2 autres loups et on a maraudé dans les forêts et on a tué beaucoup de gens.
lors de son procès, Roma Santa les nomme, ces deux personnes-là. Hein. Il dit, ces deux autres loups que je croyais au départ être des loups, qui se sont transformés en hommes. Il dit, les deux hommes venaient de Valence, c'est une partie un peu plus au sud de l'Espagne, et ces deux hommes venaient de Valence. L'un d'eux s'appelait Antonio, et le second s'appelait Don Gennaro. Mais dans les minutes du procès, on n'a jamais pu établir si Roma Santa avait des complices, et bien sûr, on n'a jamais pu démontrer si ce Antonio ou ce Don Gennaro ont réellement existé. J'ai envie de mettre la schizophrénie sur la pile, moi. Accusation. Tu peux mettre tout sur la pile. Ça, c'est mon jugement. Et puis écoute, tu sais, la séquence où il dit je me transforme en loup, il dit ça au procureur, puis le procureur voit un pauvre type à terre qui est en train d'être pris de convulsion, mais il n'y a rien qui se passe. Là, bon, c'est quand même un peu étonnant. Roma Santa dit dans son procès, il dit c'est la malédiction du 7e enfant, le 7e garçon de mon père, et c'est pourquoi j'ai cette malédiction du loup-garou. Ici, encore une fois, on est dans l'incertitude. Lorsque Roma Santa dit ça, quand les archives nationales espagnoles et les archives de la généalogie montrent que Roma Santa est le dernier enfant d'une fratrie de 5 garçons. Pas 7, mais 5. Il est le dernier né de cette fratrie des 5 garçons. Est-ce qu'il y a eu d'autres enfants quand il dit on était 7? Est-ce qu'il y a réellement eu, est-ce qu'il l'invente? Ou est-ce qu'il mentionne 7 garçons, mais il est possible, quand je parlais avec des historiens, ils me disaient, il est possible que la mère de Roma Santa, Maria Roma Santa, ait mis au monde 7 garçons. 2 d'entre eux auraient pu être morts-nés. Oui, voilà. Et dans quel cas, ils n'ont pas été baptisés. Et s'ils n'ont pas été baptisés, il n'y a pas d'archive qui a survécu qui montre ça. Une chose est certaine, sur le plan généalogique, on peut démontrer que Roma Santa était le dernier né d'une fratrie de 5 garçons. OK. Et quand je te disais la difficulté au niveau de l'histoire, même la date et l'endroit où Roma Santa est décédé, on n'est pas certain. Certains documents parlent qu'il serait décédé quelque part en 1854. Il n'y a pas de cause qui est avancée. Mais c'est peu probable, parce que dans un document écrit, il est mentionné, un des membres du ministère de la Justice dit Roma Santa a été transféré dans une prison où il est mort peu après. Mais peu après, donc, on suppose que c'est dans les mois suivants, ce qui placerait la mort de Roma Santa aux alentours de 1854, puisque le procès se termine en 1853. Donc, si on se donne quelques mois, ou plus tard, fin 53, ou durant l'année 1854. Mais d'autres documents semblent indiquer qu'il aurait vécu beaucoup plus longtemps, qu'il serait décédé quelque part entre 1863 et 1869. Moi, j'ai choisi 1869 dans ma capsule. Si certains auditeurs font une recherche et disent « Ah, il est mort en 1863 », je le sais, il fallait choisir une date, on en a plusieurs, mais la plus vraisemblable, effectivement, de nouveaux documents, il reste à les confirmer, mais de nouveaux documents semblent qu'il aurait été, parce qu'on disait tout le temps qu'il était mort à la prison de Sant'Antone, à La Corona, et qu'il serait décédé quelque part, comme je l'ai mentionné, entre 1863 et 1869. Mais de nouveaux documents qui ont été découverts tout récemment montrent qu'il pourrait être décédé dans une autre prison, la prison de Ceuta, où il serait décédé en 1863, en décembre 1863. Mais il faut le savoir, le lieu et la date exacte de la mort de Roma Santa restent un peu imprécises, quoique 2 journaux, donc comme je te mentionnais, deux petits, parce que les journaux de l'époque, c'était pas des grands journaux à grand déploiement comme Le Soleil, le Journal de Québec, là. C'était souvent des petits trucs qui circulaient de paroisse en paroisse. Et on a trouvé 2 de ces journaux-là, presque des feuillets paroissiaux, qui disaient récemment est décédé à la prison de la Ceuta le terrible Roma Santa qu'on connaissait sous le nom de loup, l'homme loup l'homme loup d'Arasis. Fait que là, on s'est dit, ces documents-là semblent plus certains que Roma Santa serait décédé en 1863, mais on n'en a pas une certitude. Okay. Ensuite, qu'est-ce qui est amusant, c'est quand Roma Santa dit « j'ai assassiné », on lui sort toute la liste des gens, il reconnaît 13 des meurtres, mais finalement, le procureur dit « il y en a 4 où les individus semblent réellement morts par des loups ». OK. Fait que finalement, on va te condamner pour 9 parce que les 4 autres que tu reconnais avoir tués,
Ben, d'après notre expert, il pourrait vraiment avoir été tué par des loups. Donc ça, j'ai trouvé cette ambiguïté-là qui est un peu étonnante. Mais bon, enfin. Et bien sûr, comme je l'ai mentionné, l'histoire de Roma Santa, bon, il y a plein d'autres éléments que je pourrais te parler, mais disons que l'histoire de Roma Santa a alimenté, évidemment, en Espagne, moins ici, mais en Espagne, on trouve beaucoup d'éléments sur Roma Santa. Hein, il y a plusieurs ouvrages en espagnol qui ont été écrits sur l'histoire de Roma Santa, des documents d'archives qui circulent un peu sous le manteau, qui sont liés à Roma Santa. Et donc, il y a comme une espèce de culture autour de Roma Santa, une culture un peu macabre, il faut quand même l'avouer, un peu comme en Angleterre, on a ce même genre de culture autour de Jack l'Éventreur. Et oui, parlant de ça, Christian, moi j'ai assisté j'étais allée en voyage là-bas en 2016, puis j'ai fait un ghost tour qui appelait, puis c'est quelqu'un, une guide touristique, là, pas une attraction, je sais pas si c'est un attrape-touriste, là, mais elle nous amenait sur tous les lieux des meurtres de Jack l'Éventreur. Écoute, je l'ai faite, moi aussi. Aussi, bon! Le Jack the Ripper Tour. Oui. Fait que là, on t'amène sur Box Row. Après, puis là, évidemment, il y a à peu près rien qui se ressemble, à part Box Row. Je sais pas quoi, toi, quand tu y es allé. Mais moi, Box Row ressemblait encore à Box Row de Jack l'Éventreur. Fait que là, notre guide disait, bah, ici, si Jack était ici, là, il reconnaîtrait le building au coin de la rue parce que ce building-là existait. Mais les autres endroits, on n'a à peu près plus rien de l'époque. Ouais. Ça a énormément changé parce qu'il faut savoir que durant la Deuxième Guerre mondiale, cette partie-là de Londres a été très fortement bombardée par les bombes allemandes, les fameux V2. Donc, tout le East London a été détruit. Donc, on a reconstruit. Mais bon, on arrive dans cette espèce d'esplanade sur Mitre Square. Là, puis on dit, bon, ben voilà, Jack l'Éventreur a tué sa 4e victime ici. Et il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Puis là, il fait noir. Puis t'es comme, ouh, my God. Oui, c'est ça. Mais oui, c'est ça. Donc, on a un peu la même chose avec Roma Santa, le loup-garou d'Alariz. Donc, on a une espèce de curiosité morbide autour du personnage, mais c'est vrai qu'il est un peu plus grand que nature, ce Roma Santa, un peu comme Jack l'Éventreur. Le mythe a pris le dessus sur la réalité historique, oui. Mais c'est quand même une histoire fascinante. Et ce qui est intéressant dans l'affaire de Roma Santa, comme je l'ai mentionné, les fameux, lorsque le procès a pris fin, toutes les pages, tous les documents du procès ont été classés et sous le titre de lycanthropie. Et on a reconnu que Roma Santa était un véritable cas de lycanthrope. Évidemment, il y a des manifestations de scepticisme dans les documents des procureurs, des gens qui étaient associés au président du tribunal, qui ont manifesté des doutes tout à fait légitimes sur est-ce que Roma Santa invente cette histoire-là pour essayer de se disculper. Mais ultimement, lorsque l'affaire de Roma Santa lorsqu'on a fermé le dossier, de façon générale, pas unanime, mais de façon générale, on reconnaissait que Roma Santa était un cas de lycanthropie, donc cette psychose qui faisait que Roma Santa croyait réellement se transformer en loup et commettait ses crimes de cette manière-là. Mais en même temps, écoute, j'ai des détails que je te donnerai pas en ondes, mais des détails sordides sur la façon dont il commettait les crimes, c'est vraiment épouvantable. Même quand j'ai raconté en début de capsule le meurtre de la fillette de 12 ans, là, oui. Maria Carnero, je le raconte, mais j'essaie d'éviter des détails, mais c'était beaucoup plus sordide que ça, le crime. Mais bon, ça mettait, je pense, l'ambiance et les gens ont bien compris de quoi on parlait. Parce qu'à un moment donné, il faut se faire de l'autocensure. Et oui, Christian, c'était fascinant. Je te remercie beaucoup pour cette histoire-là. Et au retour de la pause, on va répondre à la question du public de cette semaine. OK, parfait. Radio X Files avec Christian Page et Marceau. Radio X. On entame le dernier droit de l'émission de Radio X-Files, la 136e ce soir. Christian, la question d'un auditeur en ce vendredi. A-t-on réellement retrouvé l'arche de Noé? Voilà. Écoute, et on salue ton minou. Oui, c'est ça. Oui. Je suis désolé, c'est un chat siamois, c'est très vocal. Hein? Oh, c'est donc bien cute. Je les adore. Fait qu'il est le bienvenu sur les Bon, écoute, oui, t'as fait raison. On fait vraiment on a une palette large à Radio X. Écoute, on passe du loup-garou d'Alariz à l'arche de Noé. C'est un auditeur qui m'a écrit parce qu'il a vu passer cette semaine sur TikTok. Je connais pas beaucoup cette plateforme-là, mais je sais que beaucoup de jeunes l'utilisent. Et là, il a vu une vidéo où on montrait des images que
qu'un groupe de chercheurs chinois avaient apparemment découvert sur le mont Ararat en Turquie, parce qu'il faut savoir, le mont Ararat, selon la Bible, dans l'Ancien Testament, on nous dit l'arche de Noé, ce bateau de 300 mètres, de 300 coudées de long que Noé a construit pour transporter les animaux, s'est arrêté sur les montagnes d'Ararat. Dans la Bible, l'Ancien Testament, on mentionne bien les montagnes d'Ararat, qui est en fait une chaîne de montagnes d'Arménie. C'est pas une montagne précise. Mais c'est vrai qu'en Turquie, il y a une montagne qui s'appelle le mont Ararat. Donc, on fait rapidement l'association. Et depuis des générations, il y a des rumeurs qu'il y aurait quelque part sur le glacier du mont Ararat les ruines ou les vestiges de l'arche de Noé. J'y suis allé, j'ai monté au sommet de la montagne, je me suis gelé les bijoux de famille, mais je n'ai pas trouvé l'arche de Noé. Mais bon, on me dit, voilà, il y a cette petite vidéo. Il faut savoir que cette vidéo, c'est du recyclage. En fait, cette histoire-là d'un groupe de soi-disant chercheurs qui auraient trouvé l'arche de Noé sur le mont Ararat, c'est un truc qui a commencé à circuler dès les années 2003 et 2004. Ce ne sont pas des archéologues, ce sont un groupe le nom de l'organisation, ça s'appelle le Noah's Ark Ministries International. C'est un groupe d'évangélistes chinois fondamentalistes. Donc on croit que Dieu a créé le monde en 6 jours. On croit à Adam et Ève, l'arche de Noé. Donc tous ces grands récits-là. On prend la Bible, on la lit, surtout l'Ancien Testament, on le prend et on le lit et on l'interprète de manière factuelle. Donc ces gens-là, depuis 2003-2004, on produit cette vidéo disant on a trouvé l'arche de Noé et ces images reviennent. Il faut savoir d'ailleurs qu'en Chine, ce groupe-là, le Noah's Ark Ministries International, ont même leur musée de l'arche de Noé. Okay. Donc ça circule, c'est reproduit. Ils nous disent qu'ils ont trouvé l'arche de Noé. Ils l'ont dit en 2003, en 2004, ils l'ont répété en 2009, en 2010. On a toujours de ces images qui circulent. Mais il faut savoir que dès que les premières images ont commencé à circuler, il y a des rumeurs de fraude qui ont été associées à ça et des gens, des ouvriers du Kurdistan ont dit eux-mêmes qu'ils avaient été payés par ce groupe chinois pour construire de faux vestiges dans un lieu où il y avait de la glace, qui n'était même pas sur le mont Ararat, et que c'est là que les images auraient été tournées. Donc, évidemment, lorsqu'on a posé la question au Noah's Ark Ministries International, si vous avez trouvé l'arche, où est-elle, pour qu'on puisse la voir, qu'il puisse y avoir une expertise scientifique, et évidemment, tu comprendras que ces gens-là n'ont jamais donné d'informations quant à la localisation, de ces vestiges-là. Donc, pour l'instant, cette histoire, cette petite vidéo qui circule et qu'on la voit aujourd'hui, puis je suis certain qu'on va la revoir dans 2 ou 3 ou 4 ans, c'est toujours les mêmes images où on voit ce groupe de chercheurs chinois qui se déplacent à l'intérieur d'une espèce de construction en bois. Ça paraît être une fraude. Est-ce que il faut pas porter... j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que c'est pas pour mousser, étant donné que tu as mentionné qu'ils avaient un musée, c'est pas à des buts lucratifs qu'ils font ça? Tu as tout à fait raison. Donc, on mousse bien sûr la publicité autour du Noah's Ark Museum, mais ensuite de ça, ces gens-là, c'est un groupe fondamentaliste, donc eux, ce qu'ils veulent, c'est trouver des preuves de l'acuité des grands récits de la Bible, de la Genèse, la création du monde, l'arche de Noé, etc., David et Goliath, et ils ont besoin de sous pour financer leurs recherches. Aha. Donc, ils font circuler ce genre de trucs-là. On a trouvé l'arche de Noé, qui sait, demain matin, on va peut-être trouver l'arche d'Alliance, et après-demain, on va retrouver le jardin d'Éden. Donc, à chaque fois, ils ont besoin des sous pour financer leurs expéditions, et c'est toujours un bon moment de nous sortir de vieux films qui sont un peu ténébreux, nébuleux, où ça été tourné, quand, comment, est-ce qu'on a une expertise scientifique? On n'a jamais rien, c'est Dieu, il est grand, puis Dieu peut faire n'importe quoi. Voilà. Et donc, il faut se méfier de ça. Et c'est divertissant, tu vois ces images-là, c'est divertissant, mais il faut retenir surtout que ça paraît être une fraude, et tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas des informations plus soutenues et une expertise qui provient de groupes extérieurs à ce groupe fondamentaliste, je pense qu'il faut prendre ça avec des pincettes. C'est pas parce que c'est sur Internet que c'est vrai, hein? Non, c'est pas parce que c'est dans les Internets que c'est vrai.
Christian, c'est un Oui. plaisir renouvelé à chaque vendredi de faire cette émission-là avec toi. C'était super fascinant, la chronique aujourd'hui sur le monstre de Roma Santa. Ouais, j'espère que mon loup-garou d'Alarise ne t'empêchera pas de dormir ce soir. Oh non, non, ça devrait bien aller. Je suis pas dans un endroit où j'entends les coyotes, fait que je vais être bien. Je vais Ben, être parfait. Fait qu'écoute, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet mystérieux. bien. Exactement. Dans les prochaines secondes, le Facebook Live sur la page de Radio X-Files sera disponible en intégralité. Et pour ce qui est du site www.radiox.com, l'émission de ce soir sera disponible aux alentours de 22h. Bon week-end aux auditeurs et bon week-end à toi, Christian. On se Toi aussi, retrouve pareillement. vendredi prochain. Ciao. Bye bye.